Dans l'actualité ce mardi, l'ouverture officielle des assemblées annuelles de la BAD, rencontre sur fond de célébration du 50e anniversaire de l'institution bancaire panafricaine ouverte par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, en présence de bien d'autres chefs d'État et de gouvernement. Les examens scolaires à grand tirage ont démarré ce mardi avec les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires CEPE et de l'entrée en 6e. Ces examens enregistrent 419 591 candidats sur l'ensemble du territoire national. Les représentants de partis politiques ce matin dans les locaux de la CEI, la Commission électorale indépendante, en ligne de mire la prochaine révision des listes électorales. Youssou Bakayoko, président de la CEI et ses vice-présidents ont exposé aux représentants de partis politiques les principes et modalités retenus. Et puis, à l'étranger, le Burkina Faso, l'exhumation du corps de l'ex-président burkinabé Thomas Sankara, assassiné en 1987, a débuté ce lundi à Ouagadougou. L'opération, qui intervient 28 ans après la mort de l'ex-président burkinabé, est conduite par 3 médecins, un Français et 2 burkinabés. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition qui s'ouvre avec ces images en marge des assemblées annuelles de 2015 de la Banque africaine de développement, qui se sont ouvertes aujourd'hui. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu successivement 2 personnalités ce mardi au palais présidentiel. La première, à être reçue par le chef de l'État, est le président de Exim Bank, Inde, qui est venu faire part au président Alassane Ouattara les intentions de sa structure en vue de soutenir les entreprises de l'Inde exerçant en Côte d'Ivoire. Quant au Premier ministre du Cap-Vert, deuxième personnalité reçue par le président Alassane Ouattara, il a été question de renforcement de la coopération, notamment au plan économique entre les deux pays. Vous aurez le compte-rendu complet de Jérôme Kofi Abolin dans nos prochaines éditions. On en vient à la rencontre officielle des assemblées annuelles de la BAD, rencontre sur fond de célébration du 50e anniversaire de l'institution bancaire panafricaine, ouverte par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. C'était en présence de bien d'autres chefs d'État et de gouvernement. Le récit de Viviane Haïm. Les présidents Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, Boni Yayi du Bénin, Ali Bongo Ondimba du Gabon, Mahamadou Issoufou du Niger, Felipe Nyusi du Mozambique, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, ainsi que plusieurs chefs de gouvernement, des personnalités politiques et du monde de la finance. 4500 personnes mobilisées pour ces 50e assemblées annuelles. La Banque africaine de développement est véritablement de retour à la maison après 11 ans de délocalisation. Le président du Conseil des gouverneurs de l'institution a remercié le président de la République Alassane Ouattara pour avoir tout mis en œuvre pour permettre ce retour. Monsieur le président de la République, au-delà de votre appui aux négociations, y compris votre déplacement à Arusha, c'est la normalisation en Côte d'Ivoire qui a facilité le retour de la banque. Je n'oublierai pas d'évoquer les immenses sacrifices financiers que vous avez autorisés, dont plus de 26 milliards pour la réhabilitation de l'immeuble CCIA, siège provisoire de la BAD, offert gracieusement par la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, la BAD est à Abidjan grâce au grand homme que vous êtes et que je salue avec toute l'Assemblée pour dire au nom de tous les gouverneurs ici présents et au nom des États qui les ont mandatés, merci Monsieur le Président, thanks a lot, obrigado. Shukran, Monsieur le Président Alassane Ouattara, for all you have done for ADB and for Africa. May God protect you, Monsieur le Président. Aux commandes de la Banque africaine de développement depuis 2005, le président Donald Kaberuka a également salué le retour de la BAD à son siège statutaire. Loin des réalités quotidiennes du sous-développement, le risque était grand de voir la banque se détourner peu à peu de ses missions premières qui sont de contribuer au développement économique et au progrès social des pays africains. Depuis septembre 2014, nous sommes de retour à Abidjan. Je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui ont fait de cette opération un remarquable succès. Le processus de retour au siège s'est déroulé comme prévu. Logistique sans faille, perte minimale du personnel, moins de 7%, coûts financiers maîtrisés sans aucun dépassement budgétaire. Quant à notre plus grande inquiétude, à savoir l'impact négatif du retour de la banque, la perturbation potentielle de nos opérations, elle ne s'est pas matérialisée.
Bien au contraire, l'année 2014 enregistre l'une de mes performances de la banque depuis 2008. Le moment me semble donc opportun de dire encore une fois un grand merci à la Tunisie d'avoir hébergé la BAD pendant 11 ans. Le rôle important joué par le président Houphouët-Boigny dans la création de la BAD a été évoqué. Si à sa création en 1964, elle ne comptait que 23 pays membres et un personnel se résumant à une dizaine de personnes, en 50 ans, la Banque africaine de développement rassemble aujourd'hui tous les pays africains et même des pays et personnes morales non africains, soit un ensemble de 80 membres et un capital de 100 milliards de dollars et un prestige qui s'est accru dans le monde. Le président sortant, Donald Kaberuka, 7e en date, qui vient d'achever son second mandat de 5 ans à la tête de l'institution financière panafricaine, a reçu les félicitations du Conseil des gouverneurs et un vibrant hommage du président de la République, Alassane Ouattara. Nul ne saurait contester le bilan positif de la Banque africaine au cours de ces 50 dernières années, ainsi que son leadership sur les questions de développement de notre continent. Je voudrais dire maintenant quelques mots à l'attention de mon frère, mon ami, le président Donald Kaberuka. Cher ami, vous avez su faire rayonner cette grande institution pendant une décennie tout entière. Votre leadership a été salué par tous, et ceci à juste titre. Vous en avez élargi les compétences. Vous avez su représenter l'Afrique, vous avez défendu nos intérêts contre vents et marées, vous avez su gagner la confiance et le respect de tous. Votre bilan est tout simplement impressionnant. Permettez-moi de le dire publiquement, cher Donald, cher ami, nous vous remercions et nous vous félicitons pour tout ce que vous avez fait pour l'Afrique. Nous ne vous oublierons jamais, 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 jamais. Alors c'est pourquoi je propose que nous donnions ici une standing ovation à la Banque africaine de développement, à son conseil d'administration, à sa direction, à tout son staff et à tous ses anciens présidents. Donald Kaberuka s'en va. 8 candidats sont en lice pour lui succéder. Le Conseil des gouverneurs chargé d'élire le président a d'ores et déjà énuméré ses exigences. La succession du partant s'annonce âpre. Et ces autres images du palais des congrès du Sofitel Abidjan au Côte d'Ivoire, le président de la République a offert un déjeuner à ses homologues venus prendre part aux assemblées annuelles de la BAD. Déjeuner pas comme les autres puisqu'il s'est déroulé autour d'un panel. Le président gabonais, vous le voyez sur ces images, Ali Bongo, a présenté sa vision du développement durable dans son pays qui met l'accent sur la préservation de l'environnement. Le ministre ivoirien de la salubrité urbaine et du développement durable, Rémi Alakwadio, a quant à lui fait partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en la matière. Au cours de ce déjeuner, un prix a été remis à Donald Kaberuka, président sortant de la BAD, pour ses actions en faveur de la préservation de l'environnement et du développement durable. Sur le même sujet, notre banque a 50 ans. Ainsi était formulé le thème du premier panel enregistré dans le cadre de ces assemblées annuelles de la BAD, avant l'ouverture officielle des assises d'Abidjan, comme pour retracer le parcours de la banque afin de mieux la positionner pour les 50 autres années à venir. Comment est née la banque? Pourquoi d'ailleurs? Quelle était la vision initiale des pères fondateurs? Ces questions et bien d'autres ont traversé ce panel animé par 8 personnalités, ministres, anciens gouverneurs, anciens présidents, le tout dirigé par Amadou Makhtar Ba, fondateur de African Media Initiative. C'est à lui qu'est revenue la tâche de retracer les péripéties à l'origine de la naissance de la banque. En marge de ces assemblées annuelles de la BAD, le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, a eu une séance de travail avec le directeur du département de l'intégration régionale de la Banque mondiale, Colin Bruce, hier à son cabinet au Plateau. Les échanges ont porté sur un programme de financement sur la mobilité
des talents dans l'espace ouest africain et le choix de la Côte d'Ivoire pour être le leader de ce programme dans la sous-région. Moussa Koulibaly. Des opportunités d'affaires pour les investisseurs en Afrique de l'Ouest. La Banque mondiale est intéressée à financer des projets dans le cadre de son programme de partenariat pour la mobilité des talents intra-africains. Pour l'institution financière, le mouvement des talents au sein de la région permet d'accroître le niveau de productivité et de compétitivité des entreprises, ce qui peut en retour stimuler la croissance et créer des emplois à travers une intégration économique accélérée. Au cours de la séance de travail avec le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Colin Pruss, le directeur du département de l'intégration régionale de la Banque mondiale, a proposé que la Côte d'Ivoire soit la locomotive du programme. Une nouvelle avenue qui s'ouvre de nos jours, c'est surtout avec la disparition des frontières, c'est le mouvement des talents entre les pays. Et en cette matière, il y a la Côte d'Ivoire qui prend un rôle de leadership au niveau de la région. Une proposition qui, selon Ali Koulibaly, est un atout non seulement pour le pays, mais aussi pour la sous-région. Notre pays a déjà abrité un projet pilote qui s'avère concluant. Au sein de l'UMOA, nous sommes le moteur de l'économie ouest-africaine. Nous pourrions être les leaders, un acteur important pour la promotion des échanges. Les réunions techniques des groupes de travail constitués pour le programme auront lieu à Abidjan cette semaine. Pour permettre aux jeunes Africains de se prendre en charge à travers des projets bancables, c'est le sens du Forum de la jeunesse africaine tenu pour la première fois dans un pays africain. Débuté vendredi, la cérémonie de clôture de ce forum a eu lieu hier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en présence du représentant de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire et du ministre malien en charge de la formation professionnelle de la jeunesse. Une quarantaine de pays africains, francophones et anglophones ont pris part à la rencontre. Koné Pargassoro. Travaux en atelier, échanges, présentation de projets. Nous sommes au Forum de la jeunesse africaine, forum qui a lieu pour la première fois dans un pays africain, la Côte d'Ivoire. Objectif de cette rencontre, permettre aux jeunes Africains d'échanger sur les questions d'emploi, mais aussi échanger les expériences sur les projets jeunes et l'entrepreneuriat. L'initiative est de la Banque mondiale. Ces jeunes, parce qu'ils sont brillants et sont courageux, on leur demande de porter leurs projets et de profiter de ces opportunités qu'on leur donne de rencontrer des investisseurs pour prendre en main leur avenir. Ont pris part à ce forum des jeunes des pays africains francophones et anglophones. La jeunesse est synonyme de force et il nous faut orienter ces forces vers des projets qui seront profitables non seulement à l'échelle de nos pays mais surtout à l'échelle du continent et du monde. Tel genre d'opportunité nous permet entre jeunes de pouvoir nous confronter et également parler des différents problèmes que nous traversons ou auxquels nous sommes confrontés. Les jeunes sur le continent entreprennent, font des choses dans leur société, dans leur vie locale, etc. Et on peut beaucoup s'inspirer les uns des autres. 5 projets sur 1500 ont été retenus et seront financés par la Banque mondiale à hauteur de plus de 5 millions de francs CFA chacun. Ce forum de la jeunesse africaine a bénéficié du soutien du représentant de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire et du ministre malien en charge de la formation professionnelle et de la jeunesse. Deuxième grand titre de ce 20h, les examens scolaires à grand tirage ont démarré ce mardi avec les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires CEPE et de l'entrée en 6e. Ces examens sur l'ensemble du territoire national ont donc démarré en présence des représentants du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui appellent à la veille les parents d'élèves, les élèves et enseignants à la sérénité, au calme et à l'équité dans le travail. Moussa Konaté. 419 591 candidats affrontent depuis ce mardi 26 mai les épreuves écrites du CEPE et de l'entrée en 6e. Ils sont répartis dans 1833 centres d'examen sur tout le territoire national. Dans la matinée, les élèves ont composé dans 3 matières, exploitation des textes, éveil au milieu et orthographe. Ce sont les mêmes questions qu'on a fait en classe et on nous les donnait. Et j'ai bien étudié mes leçons. Les questions n'étaient pas du très faciles. J'ai trouvé ça facile parce que j'ai bien étudié mes leçons. Depuis la matinée, tout s'est bien passé. En tout cas, on n'a pas constaté assez d'absence. Ici, il y a un élève qui n'est pas venu. Donc, jusqu'à présent, ça va. Les enfants sont vraiment
correct. Voilà, discipliné, ça va. L'après-midi consacré à la dernière épreuve mathématique, une matière que certains candidats affirment bien maîtriser. En mathématiques, je peux avoir une très bonne note parce que passer en mathématiques, je suis très fort. Pour ce qui est maintenant une tradition, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'est rendue dans des centres d'examen de la commune de Bingerville. Objectif, se rendre compte du bon déroulement des épreuves. Nous sommes à un moment très important de notre calendrier scolaire. C'est le moment des évaluations. Pour nous, la période des examens, c'est une période d'évaluation aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Tout se déroule très bien partout, dans tous les centres de Côte d'Ivoire. Les épreuves écrites du CEPE et de l'entrée en 6e marquent le départ des examens à grand tirage session 2015. Rendez-vous est pris le 6 juin prochain pour la proclamation des résultats. Ensuite, ce sera le tour des écrits du BEPC du 8 au 12 juin 2015. Dans l'actualité politique, les représentants de partis politiques étaient ce matin dans les locaux de la CEI, la Commission électorale indépendante, en ligne de mire la prochaine révision des listes électorales. Youssouf Bakayoko, président de la CEI, et ses vice-présidents ont exposé aux représentants de partis politiques les principes et modalités retenus. Christelle Menard. Comment va être organisée la révision des listes électorales? Qui pourra se faire enrôler et comment? La vingtaine de représentants des principaux partis politiques présents dans les locaux de la Commission électorale indépendante ont été entretenus 3 heures durant sur les préparatifs et les dispositions prises quant à la prochaine révision des listes électorales. Les requérants qui ne sont pas sur la liste de 2010. Évidemment, il y a une condition de base, il faut avoir l'âge requis. Nous allons publier ce que nous allons appeler, après ce premier enregistrement, la liste provisoire, pour écouter ou recevoir ou passer par la voie du contentieux. Après, nous aurons la liste définitive, qui va être aussi rendue publique. Nous nous attendons à ce que les partis politiques s'adressent à leurs militants et les invitent à venir nombreux se faire enrôler. PDCI, RDR, MFA, FPI, UDPCI et les autres partis politiques présents n'ont pas manqué en retour de manifester leurs attentes. Elles ont majoritairement porté sur la nature des documents d'identité à présenter pour se faire enrôler. Les 2 types de documents retenus pour pouvoir figurer sur les listes électorales sont la carte nationale d'identité ou le certificat de nationalité. Nous estimons que la délivrance des cartes nationales d'identité ne permet pas à tous les citoyens de s'inscrire sur la liste. Alors, une autre pièce, notamment le certificat de nationalité, a été admis pour permettre aux uns et aux autres de se mettre sur la liste électorale. Sur cette base, nous sommes satisfaits et nous appelons l'ensemble de nos militants à participer à cette opération. Si nous rassurent que les pièces qu'ils exigent peuvent conditionner la transparence, nous allons mobiliser nos militants à aller se faire enrôler pour que enfin nous puissions aller dans la paix à cette élection de 2015. Au PDCI, on s'est par ailleurs prononcé sur la quantité des sites d'enrôlement prévus sur le territoire ivoirien. On pense qu'avec ces 2000 lieux, plus les 500 qui vont rouler dans plusieurs endroits pour pouvoir vérifier ces lieux de recensement, on pourra quand même se faire identifier facilement. La révision des listes électorales pour les élections à venir est prévue se tenir du 1er au 30 juin prochain. Ceux déjà inscrits sur la liste de 2010 sont appelés à vérifier les données les concernant sur le site internet de la CEI. Les nouveaux majeurs et non encore inscrits sur les listes électorales sont invités à le faire dans les 2000 sites d'enrôlement ou à travers les 500 unités mobiles prévues à cet effet. À l'occasion du passage du président de la République à Gbeleban lors de la visite d'État qu'il a effectuée dans le district du Denguélé, une de nos équipes a pu se rendre compte de la présence d'un service mobile d'eau potable installé par le truchement de l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. Le service a la particularité de transformer les sources d'eau existantes des environs en de l'eau propre à la consommation, et ce pour étancher la soif d'un grand nombre de personnes pour un rendez-vous de grande mobilisation. Thomas Guessambi. Durant les visites d'État du président de la République dans les régions et districts du pays, à côté du principal, il y a toujours le secondaire non négligeable. À Gbeleban, par-delà l'inauguration du tout nouveau pont, reliant désormais durablement la Côte d'Ivoire à la Guinée, une autre attraction.
une petite unité mobile de production d'eau potable. Installée par le truchement de l'Office national de l'eau potable, l'unité qui fonctionne à l'énergie solaire veut agrémenter à sa façon l'événement. On a constaté en Côte d'Ivoire qu'il y a beaucoup de régions où des villages ont de l'eau à côté. Il y a un fleuve, il y a une rivière. L'eau est là, mais elle n'est pas potable. Et ils n'ont pas de l'eau potable à boire. Souvent, ils sont obligés de boire cette eau. Donc nous, on s'est dit, mais pourquoi ne pas potabiliser ces eaux-là et les offrir aux populations? Ces initiateurs de jeunes Ivoiriens comptent mettre ce service à la disposition du grand public en tout temps et en tout lieu. Par exemple, quand il y a des cas d'urgence, de maladies, des épidémies, des déplacements de population pour telle ou telle autre raison, on peut leur fournir de l'eau potable grâce à cet outil. Pour l'heure, le système appelé Aquatrop, ce sont 12 000 litres d'eau potable jour pour faire boire 2400 personnes par jour. Toujours dans le Denguélé, le département de Séguélon a abrité le dernier meeting du séjour du président de la République, vous le savez. Ce sont des populations mobilisées et enthousiastes qui ont exprimé à Alassane Ouattara leur attachement et leur reconnaissance, surtout que Séguélon a énormément bénéficié d'infrastructures socio-économiques. À Séguélon, tout le monde parle de la visite de l'espoir. Eugène Atoubé. La rue principale de Séguélon, 1 heure après le meeting du président de la République ce samedi 23 mai. Le temps d'une visite d'État, Séguélon aura inscrit son nom dans les annales de l'histoire de la République de Côte d'Ivoire. Ce département a bénéficié de nombreux acquis en termes de progrès et de développement, grâce à un investissement du programme présidentiel d'urgence dans les domaines eau, santé, éducation, électricité et infrastructures routières. Montant total, 2 milliards de francs CFA. C'est un sentiment de fierté vraiment qui nous anime, nous les fils et filles du département de Séguélon. Il y a un peu de problème quant à l'union entre les fils et filles du département de Séguélon, mais avec le passage du chef de l'État et avec le processus de réconciliation qui est entamé aussi, j'espère que nos cadres vont s'entendre et poursuivre l'œuvre de développement du tout nouveau département de Séguélon. Séguélon présente un bien nouveau visage aujourd'hui et les signes de sa transformation sont bien visibles, comme les autres départements de la région du Denguélé du reste. Mais là, s'arrête la comparaison. Séguélon vit dans le silence sa singularité, la manière du Kalao. Ici, on rappelle à l'envi que Séguélon est avant tout un ensemble de 5 tribus formant le canton Naoulo, appartenant au grand groupe Sénoufo. On appelle les autochtones de Séguélon les Bateaux. Nos parents ont immigré vers la région du Kabadougou, aujourd'hui le district d'Oudéné. À Séguélon, il n'existe que des Koné, mais il y a aussi des Djarasuba, des Doumbia, des Konaté. Je suis en train de négocier avec certaines personnes, surtout des opérateurs économiques, pour pouvoir nous donner des coups de main. Surtout que vous voyez, le département, nous n'avons pas d'usine. L'union, l'entente et la solidarité sont les valeurs que la municipalité de Séguélon a choisies comme socle de son développement. Un défi gigantesque, assurément, au regard de tout ce qui reste encore à combler comme besoin pour le bien-être des populations. Il y a quelques jours, s'est tenu à Lourdes en France le 57e pèlerinage militaire. La rencontre a regroupé 43 pays venus d'Afrique dans la Côte d'Ivoire, également de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Au cours de cette rencontre, un hommage a été rendu à tous les soldats tombés au champ de bataille par l'évêque des armées françaises, Luc Ravel. Le point avec Grace Kando. Chaque année, au cours du pèlerinage militaire international de Lourdes en France, une journée est dédiée à tous les soldats tombés au champ de bataille. À travers un défilé dans les rues de Lourdes, les différents pays représentés se sont retrouvés à l'espace réservé au monument aux morts. En présence des autorités politiques, administratives, religieuses et militaires, hommage a été rendu à tous les militaires morts au combat. La guerre naît dans l'esprit des hommes, mais généralement c'est les militaires qui sont au front, qui mènent le combat. Alors quand le combat est fini, vous avez vu partout, il y a le monument aux morts dédié aux grandes guerres 14-18, 39-45, et voire même d'autres monuments pour d'autres batailles. Alors, s'il y a l'opportunité, l'occasion de nous retrouver, il est de bon ton, de bonne loi
que nous nous souvenons de nos frères d'armes tombés au combat. On veut marquer que la paix est possible et que cette fraternité que nous vivons ici à Lourdes, elle est possible de vivre, même s'il y a des heures difficiles. Il nous faut marquer des montants de paix ou des temps de réconciliation. Et à Lourdes ici, c'est vraiment depuis 57 ans, c'est vraiment le lieu où on retrouve la paix, où on marque que la paix est possible dans notre monde. Dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre militaires, l'évêque aux armées françaises, Luc Ravel, et les autorités militaires ayant pris part au 57e pèlerinage militaire international de Lourdes ont eu une rencontre privée. À l'étranger, le Burkina Faso, l'exhumation du corps de l'ex-président burkinabé Thomas Sankara, assassiné en 1987, a débuté ce lundi à Ouagadougou. L'opération, qui intervient 28 ans après la mort de l'ex-président burkinabé, est conduite par 3 médecins, un Français et 2 Burkinabés. Sylvie Touré. Impossible pour cette foule de curieux de pénétrer le cimetière. Un détachement de gendarmes en interdit l'accès. Colère et impatience s'entremêlent. Nous sommes là ce matin pour assister à l'événement historique. Voilà, mais malheureusement, nous avons été empêchés par la gendarmerie nationale. Voilà, il faut comprendre que la presse même n'est pas rentrée. Pourquoi? On n'est pas d'accord, la presse n'est pas rentrée, le peuple n'est pas rentré. Qui est témoin de l'histoire? Qui va nous relater les faits? Les faits, c'est l'exhumation du corps de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés en octobre 1987. C'est que pour beaucoup, des doutes planent sur ce qui est présenté comme étant la tombe du père de la révolution burkinabé. Seuls des tests d'ADN effectués sur les restes du corps pourront l'attester ou l'infirmer. Je pense d'abord qu'à partir du moment où on a trouvé des restes, ça permettra sans doute d'identifier donc les personnes éventuellement qui s'y trouvent. Et au-delà, on espère qu'au-delà donc de l'identification des personnes, qu'on pourra donc retrouver des objets qui pourront déterminer les causes réelles de la mort. Et ces objets-là devraient donc pouvoir permettre de remonter éventuellement vers les auteurs. Restées muettes pendant 28 ans, les tombes parleront-elles enfin comme le font les boîtes noires d'un avion après un crash? C'est en tout cas ce qu'espèrent les Burkinabés pour faire la lumière sur le mystère de la mort du capitaine Thomas Sankara. Au Nigeria, au moins 23 personnes ont été tuées dans le centre du pays. Annonce faite ce mardi par la police qui suspecte des nomades peuls en conflit de longue date avec des communautés agricoles de cette région troublée. La France a suspendu sa coopération sécuritaire avec le Burundi. On l'a appris également aujourd'hui de sources diplomatiques françaises à Bujumbura. La France a gelé sa coopération sécuritaire dans les domaines de la police et de la défense, a indiqué cette source, alors que le pays connaît depuis un mois un vaste mouvement de contestation populaire contre le président Pierre Nkurunziza. Côté armée, cette suspension concerne les formations de militaires participant aux missions de maintien de paix à l'extérieur du Burundi, des missions très lucratives, vitales pour l'armée, et celles d'autres unités spécialisées, mais le gel porte aussi sur des formations techniques de la police. Retour à l'actualité nationale avec cette information en bref. La reprise du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Ce mardi, le Premier ministre Aousso Kwadio-Jano, ministre d'État, ministre du dialogue politique, et le ministre Paul Kofi Kofi étaient ce soir même face aux chefs, aux représentants des partis politiques de l'opposition. Ils ont parlé, entre autres, de la tenue de la prochaine présidentielle dans la paix et la sécurité. Les détails avec notre reporter Hamza Diaby dans nos éditions de demain. On termine avec ces images de l'ouverture officielle des assemblées annuelles de la BAD, ici à Abidjan, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Rencontre sur fond de célébration du 50e anniversaire de l'institution bancaire panafricaine ouverte par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara en présence de bien d'autres chefs d'État et de gouvernement. Dans ce journal, vous avez pu suivre le récit de Viviane Haïm. Pour terminer, je rappelle que la conférence de presse du président de la République à la fin de sa visite d'État dans le district du Denguélé vous sera proposée après ce journal. Journal qui prend fin ici. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À très vite. Bonsoir.